que je vous propose, parce que je pense que vous êtes quand même plutôt sensible à la question du rapport au savoir et de comment ça transforme la question d'apprendre, hein, donc c'est quand même ça qui va être l'essentiel. Mais si vous en êtes d'accord, je vais quand même commencer par, j'ai envie de dire, dresser un peu un rapide panorama de ce qui me semble être les points essentiels en train de bouger dans la société en général du fait des technologies. Donc je vais vous dire des tas de banalités, mais je vais essayer de les mettre ensemble pour du coup interroger dans une deuxième partie la question du rapport au savoir. Et s'il nous reste du temps, je me ferai un plaisir de parler avec vous de l'évolution du travail, mais je ne vais peut-être pas me focaliser là-dessus pour essayer de rester peut-être plus sur des sujets. Mais en même temps, je vais quand même faire cette première partie plutôt sur les points qui nous semblent les plus remarquables, hein, au sens à remarquer, dans la façon dont notre société et donc nos organisations est transformée sous nos yeux par ce que je vais appeler, pour aller très très vite, la révolution Internet. Mais vous voyez bien que derrière, je mets énormément de choses, donc je ne vais pas détailler, mais derrière ce terme comme ça un peu synthétique, en fait, voilà, il se passe quand même énormément de choses. Et il se passe énormément de choses à une rapidité absolument incroyable. Absolument incroyable. Enfin, encore une fois, quand vous reprenez les dates de la création de Facebook, du jour où vous avez tous eu un portable que vous rameniez chez vous, du jour où vous avez tous eu des smartphones ou des BlackBerry dont vous ne pouvez plus vous passer, tout ça est venu à une vitesse absolument hallucinante. Et on n'a pas eu le temps de s'arrêter en disant « Attendez, il se passe quoi là ? Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je veux pas, c'est bien comme ça que j'ai envie que ça se passe. » Non, on n'a pas eu le temps. Hein. C'est arrivé, voilà. Et dans les entreprises, je veux dire, c'est encore pire. Hein. On s'est tous retrouvés un beau matin à traiter nos mails, on n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir. On s'est réveillé 3 jours plus tard en disant « Ouh là là, il y en a trop !» Mais c'était trop tard. Hein. De toute façon, on était pris dans la machine et voilà. Et ça, c'est mon grand regret. Et je dois dire que je me bats un peu pour ça aussi au sein d'entreprises et personnelles. Et je pense que personne ne s'est saisi du sujet, et en particulier pas la fonction RH. La fonction RH n'a pas repéré qu'elle assistait à une transformation majeure qui touchait tout ce qui est organisation du travail, relations au travail, management, bref, toute une série de sujets qui sont des sujets RH. Et finalement, voilà, elle n'a pas été présente sur ce dossier, si je puis dire. Elle ne l'a pas mis à l'agenda et je pense qu'elle aurait dû vraiment en faire un sujet, piloté, pensé RH. Peut-être dernier point en introduction, la position qu'on adopte à Decide, c'est vraiment résolument de n'être ni technophile ni technophobe. Donc, on n'est pas du tout, je ne vais pas vous tenir un discours, c'est horrible, nos pauvres petits-enfants qui sont tous addicts, c'est atroce, on est tous malades, on ne pense plus. Voilà. Ni, c'est fabuleux, c'est moderne, ça va vite, c'est génial, il y a un nouveau machin, un nouveau truc, etc. Vraiment, nous, notre position depuis le début, c'est de dire qu'est-ce que nous, on veut envie de faire avec ça. Voilà, donc il y a des trucs fabuleux, extraordinaires, et on le vit tous, hein, qui renonceraient aujourd'hui à une bonne partie de ce qu'on a entre les mains. Et puis il y a énormément de risques aussi, évidemment. Et le sujet, c'est surtout de penser cette transformation. C'est ni de la rejeter, ni de l'adorer, c'est voilà, de la penser, de la vouloir et de la construire dans le sens qui nous va bien. Alors, sur le premier temps, quels sont les points qui sont pour moi caractéristiques de cette transformation ? Premier point, évidemment, qui est une sorte de préalable, c'est ce qu'on va appeler l'infobésité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous nageons, nous survivons, nous respirons dans un bain d'informations qui est devenu absolument hallucinant. L'information est partout, elle nous détermine, elle nous définit, elle nous rencontre, et nous la produisons. Et ça, c'est extrêmement important d'en avoir conscience. Il y en a autant aussi parce que nous la recevons, mais nous la retransmettons, mais nous la faisons circuler. Voilà. Donc nous sommes nous-mêmes producteurs de cette infobésité, de cet univers dans lequel nous baignons, qui ne cesse d'augmenter. Quand je faisais des conférences sur ce sujet il y a simplement 5 ans, je regardais toujours la veille, le nombre d'informations qui circulaient sur le net. Aujourd'hui, je ne peux même plus le faire, tellement il y en a et tellement ça augmente vite. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus compter le nombre d'informations qui circulent à la minute où je vous parle, et ça ne cesse de grandir. Donc il y a vraiment une espèce de phénomène d'amplification. Donc ce phénomène d'infobésité, il a toutes les conséquences que je vais décrire, sont quand même essentiellement le résultat de ça, cette manière dont l'information est devenue partout, omniprésente, gratuite,
alors qu'elle était chère, hein, accessible alors qu'elle n'était pas accessible, et venant vers nous alors qu'avant il fallait qu'on aille, nous, vers elle. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique essentielle qui transforme complètement notre société dans des tas de dimensions. Première conséquence qu'on peut observer aujourd'hui du fait de cette société, enfin, du fait des technos, on va dire pour aller vite, c'est d'abord la confusion. Nous sommes aujourd'hui dans un univers qu'on peut considérer comme relevant d'un certain nombre de confusions. Confusion des temps, confusion des espaces, confusion des positions. Confusion des temps, vous le vivez tous. On est dans des mondes où le privé, le boulot, au sens du temps, hein, à quel moment ma journée de travail s'arrête quand j'envoie un mail le soir à 9h, et puis en même temps quand je suis au bureau et que j'envoie un SMS à mes enfants, est-ce que je suis dans le temps privé ou dans le temps... cette espèce de porosité qui ne cesse d'augmenter, crée effectivement une confusion des temps. On n'est pas c'est le début de ma journée de travail, c'est la fin de ma journée de travail, c'est le début de ma journée privée, c'est la fin de ma... Non, on n'est plus là-dedans. On est dans une sorte de mélange permanent de tous ces temps-là. Et il n'y a plus de temps de vacances complètement sanctuarisé. Il n'y a pas longtemps que les gens disent « j'ai traité des mails en vacances ». C'est pas vieux. Il y a encore simplement 3-4 ans, les gens disaient encore « non mais là j'ai coupé ». Ils ne disent même plus ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus ce moment-là. Alors, je ne généralise pas, mais bon. Le week-end, je n'en parle pas. Regardez les efforts que les entreprises font pour essayer de dire non, mais quand même, de samedi midi à dimanche midi, on pourrait peut-être couper les serveurs quand même. Bon, on ne vous empêche pas de travailler, parce que ça, de toute façon, on a renoncé. Mais au moins. Hein. Pourquoi on n'arrive pas à faire mieux? Parce que quand on a bloqué les serveurs du vendredi au lundi matin, par exemple, le lundi était tellement atroce pour les gens qu'on est revenu en arrière en disant mais arrêtons de vouloir mettre des limites comme ça de l'extérieur, parce que de toute façon, cette porosité, cette confusion, elle est omniprésente. Pourquoi est-ce que vous passez vos temps à traiter vos mails? Parce que ça vous évite d'en avoir trop. Pas seulement parce que vous êtes addict, que vous ne pouvez plus vous en passer, peut-être aussi, mais parce que finalement, vous avez tous appris à gérer la surcharge en continu, dans une relation au temps qui est extrêmement différente, et qui fait que vous passez votre temps à essayer d'anticiper le risque de vous retrouver avec tout d'un coup trop de choses à traiter. C'est-à-dire que la confusion, c'est aussi quelque chose qui vous permet de traiter à votre niveau de manière presque instinctive la question de la surcharge cognitive. Et donc, vous gérez ça parce que finalement, l'un dans l'autre, il vaut mieux avoir des temps qui sont complètement poreux. Confusion des espaces, c'est la même chose. Hein. Quand Google met à disposition le Google Bus pour que, même pendant votre temps de trajet, vous puissiez quand même continuer à travailler et à être connecté entre le métro et le bureau Google, tous les espaces deviennent des espaces propices à des activités diverses et variées. L'explosion des espaces de coworking, le succès des Starbucks Café partout dans le monde ou à peu près. Pourquoi ils ont réussi Starbucks Café? Parce qu'au premier étage, on est peinard. On est connecté, totalement connecté, et on peut bosser tout en prenant son café, tout en discutant avec ses copines, confusion totale. Confusion totale. Ils ont parfaitement compris ça, parfaitement anticipé ça, et effectivement, ça explose. C'est même pas tout à fait du coworking, puisque c'est un café, mais n'empêche que ça devient des lieux finalement de confusion dans lesquels on se sent bien parce qu'on n'est plus mis dans la case, le travail, pas le travail, etc. Et puis confusion des positions. Quand j'en fais un virement sur le soir, chez moi, ou au bureau, au milieu de la journée, je fais le boulot sur mon compte en banque, je fais le boulot de ma banquière. Quand je scanne mes trucs chez Carrefour, mes produits, je fais le boulot de la caissière. Quand je reviens de vacances et que je dis je like une fois, deux fois, trois fois l'hôtel machin, le truc, je fais le boulot de mon agence de tourisme, etc. Airbnb, c'est le travail vous voyez, il y a là aussi une confusion des rôles, des positions, presque des métiers, et on trouve ça normal. Normal. En tout cas, on est complètement là-dedans. Et donc, un monde quand même où les points de repère sont quand même
très fortement transformé, et c'est jamais neutre, hein, quand les choses comme ça commencent, j'ai envie de dire, socialement à bouger, nécessairement ça a des répercussions sur le regard qu'on peut porter sur l'organisation, sa propre organisation et l'organisation du travail. Et ça, c'est vraiment les technos qui le permettent ou qui le provoquent. Hein, voilà. Ça n'aurait pas été possible sans ça. De la même manière, hein, tout ce qui est sur j'amène mon ordinateur au bureau et c'est mon ordinateur parce que je n'ai pas envie d'avoir l'ordinateur du travail, bah, tout ce mouvement-là, c'est la même chose. Hein, c'est une confusion très très forte, une porosité extrême entre les différents mondes dans lesquels on a l'habitude de vivre. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point que je trouve extrêmement important, c'est l'évolution du rapport au temps. Et c'est la manière dont on est dans un monde d'immédiateté, hein, je vais le dire comme ça, pour ne pas dire d'urgence, pour ne pas dire d'hyperréactivité. Donc on a une manière de régler, j'ai envie de dire, et donc de régler nos propres attentes par rapport aux communications, qui est quand même là aussi transformée et très nouvelle par rapport à ce qu'on vivait il y a simplement 10 ans. Banalité, je vous dis une banalité, mais c'est important de l'avoir en tête. Hein, c'est important de l'avoir en tête parce qu'il y a toute une série de processus de décision, de processus de communication, d'attente de résultats, enfin toute une série de choses qui ont changé du fait de ce rapport au temps très 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 immédiat. Voilà. Une entreprise adhérente d'EP récemment a envoyé un mot d'ordre, donc il y a quand même 60 000 salariés dans le monde, un mot d'ordre à l'ensemble du personnel. Vous serez sanctionné si vous répondez en plus de 5 minutes à n'importe quel mail. Vous ne devez jamais dépasser 5 minutes de réponse à n'importe quel mail. Alors, bien sûr, après ça, vous pouvez aussi répondre à un mail en disant j'ai besoin de 24 heures pour je ne sais pas quoi. Mais voilà, si vous n'êtes pas en permanence dans la réactivité totale, hein, eh bien vous êtes hors norme, hors champ, vous êtes au bord de la faute professionnelle. Alors là aussi, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais on ne peut pas ne pas entendre ça sans se dire il se passe un truc important. Hein, qu'est-ce que ça signifie comme attention, comme vigilance, vous voyez, et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire aussi sur le fait de dire répondre à un mail, c'est-à-dire quand j'ai fait envoyer, quand j'ai fait clic, quand j'ai fait etc., j'ai fait. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi finalement, hein? Bon. Donc il y a là aussi quelque chose d'extrêmement fort qui va évidemment irriguer le monde professionnel, hein, mais qui va irriguer aussi la manière dont on attend des autres des réactions. Et regardez-vous, votre tolérance quand vous envoyez un message, un SMS par exemple, la tolérance que vous avez sur le moment de la réponse. Vous vous attendez, dans un très grand nombre de cas, à ce que ça vienne relativement vite. À la fois, on va passer des heures sur le web à chercher une info, et mine de rien, ça peut durer très longtemps, mais il se passe tout le temps quelque chose. Vous voyez, cette espèce de rapport au temps qui change. Vous savez, il y a eu le grand jeu de mots qui disait WW, c'est wet, wet, wet. Ouais. Mais en même temps, je ne supporte plus d'être dans une file d'attente à la poste, où je vais peut-être passer 10 minutes à attendre. C'est insupportable. D'accord ? Et en même temps, je peux passer 1h30 sur le web à chercher un truc que je vais mettre 1h30 à trouver parce qu'il va falloir que j'aille dans des machins, des trucs, et puis clique, et puis ah ben non, ça ne marche pas, il faut que je recommence, etc. Mais là, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, je suis tout le temps active dans quelque chose qui peut-être, en fait, représente une attente et j'ai perdu un temps fou. Donc là aussi, c'est très intéressant, le rapport qu'on a à attendre, faire, agir, etc., etc. Troisième point, alors extrêmement fort aussi, qui bouge tout le temps et qui, pour nous, est un sujet d'observation permanent, c'est la distinction entre virtuel et réel. En tout cas, cette distinction a été marquante il y a 5-6 ans, dans les premiers temps, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas les premiers temps, mais en tout cas, il y avait cette distinction. Au moment où Facebook a explosé, il y avait cette distinction entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. En tout cas, c'est comme ça qu'on marquait des différences. Je vais prendre une anecdote très personnelle. Une de mes filles me dit un jour « Ah bah tiens, j'ai parlé à ma meilleure amie. » Je dis « Ah oui, c'est qui ta meilleure amie ?»
Et elle me dit un nom, jamais entendu, je ne sais pas qui c'est. Je dis, mais c'est qui celle-là? Eh bien, c'est Machinette. Ah bon, mais elle est dans ta classe? Non, 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 elle n'est pas dans ma classe. Elle habite, je ne sais plus où, à Dunkerque. Mais c'est qui, tu l'as déjà vue? Non, je ne l'ai jamais vue. C'est une amie sur Facebook. Mais c'est ma meilleure amie. Je dis, non, c'est impossible. Ça ne peut pas être ta meilleure amie, tu ne l'as jamais vue, tu ne la connais pas. Si, je la connais puisque je parle avec elle. Tu ne la connais pas, si, je la connais puisque je lui raconte des trucs. Elle ne te connaît pas, si, elle me connaît puisqu'elle me dit tout, je lui dis tout. Et je lui dis beaucoup plus de choses qu'à mes copines de classe que je ne peux pas supporter. Tu ne l'as pas vue, je dis si, je la vois par webcam tous les jours. C'est ma meilleure amie. Et je dis non, c'est pas possible, c'est pas ça une amie. Bon. Je n'avais rien compris. Mais quand on commence à ne plus s'entendre avec sa propre fille sur ce que c'est qu'un ami, c'est quand même qu'il se passe des trucs. Parce que là, on touche quand même à des valeurs. Hein. Ce n'est pas seulement l'amitié, c'est important. Voilà. Bon. Et bien là, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus en fait sur quoi? Sur cette distinction virtuelle-réelle. Pour moi, le virtuel n'est pas le réel. Pour elle, le virtuel est le réel. Et donc, il y a là quelque chose qui se passe, qui est extrêmement important à analyser dans notre société, sur qu'est-ce qui fait réel, qu'est-ce qui fait réalité, hein, quelle est la place du physique là-dedans. Alors, il y a eu un premier moment avec cette explosion, cette émergence du virtuel tous azimuts, hein, avec des générations qui ont complètement et qui sont tout à fait à l'aise dans le virtuel. Et très curieusement, alors ça a commencé il y a, je sais plus, il y a quelques années là, avec ce bouquin Éloge du carburateur de Crawford. Il y a eu quelques signaux comme ça. On a vu revenir le physique, et non plus le réel, hein, le physique qui est venu s'insérer au milieu du virtuel. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur les sites qui explosent, je pense à Airbnb, je pense à Artlinky, des sites comme ça, c'est des réseaux qui marchent extraordinairement bien, qui sont développés très très vite. Ils ont une caractéristique assez amusante, c'est que quand vous leur demandez « mais pourquoi tu as réussi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche si bien que ça ?» etc. Ils ont tous une réponse, ils disent ben « non mais moi je suis complètement, j'ai tout créé, mondial, virtuel, réseau, machin, mais partout dans le monde j'ai des ambassadeurs. Et mes ambassadeurs, c'est des vraies personnes qui dans les vraies villes font des vrais apéros géants. » Hein, ou géants ou pas géants. En tout cas, il y a vraiment des pots, on vient, il y a une fête, on réunit les gens, on les accueille, on va leur dire bonjour, on se connaît, etc. Et du coup, je peux complètement fonctionner en virtuel parce que j'ai ces espèces de points, là, comme ça, partout du monde, qui sont tous au virtuel. Et de plus en plus, on voit ça. De plus en plus, on voit qu'il y a une sorte de combinaison magique, hein, avec un retour du physique, mais qui n'est pas le même que celui qu'on connaissait, et qui est une sorte de point d'orgue, un peu de quelque chose qui se combine entre du virtuel qui est tout à fait réel et du physique qui... bon. Même chose, tout ce qui s'est passé autour des Fab Labs. Il y a des tas d'exemples où on voit bien comment refait irruption, finalement, des moments qui sont tout à fait physiques et qui viennent, j'ai envie de dire, alimenter, nourrir, renforcer le réel du virtuel. Mais ça, c'est quand même aussi un point important à suivre, important à comprendre, comment les choses bougent. Et là, je vous raconte des choses récentes, donc je pense que dans 3 ans, dans 4 ans, il y aura encore d'autres transformations de ce rapport du réel et du virtuel. 4e point, dans toutes les transformations qu'on voit, il y a un élément, là aussi, qui a vraiment surgi du fait des technos et des réseaux. Là, on est vraiment sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qui va tourner autour de la mise en scène de soi. Le souci qu'on doit avoir, chacun d'entre nous, sur notre identité virtuelle, la manière dont on va s'en occuper, la construire, la soigner, la faire évoluer. Voilà. Ça, là, il y a quand même des effets de génération. Hein. J'ai envie de dire que les jeunes générations sont un peu nées avec ça et savent faire avec ça. On n'est pas forcément tous complètement là-dedans, mais il y a vraiment là une sorte de, je ne sais pas comment appeler ça, de capacité, de compétence, de souci, voilà, qui est très caractéristique, cette conscience que moi, c'est aussi moi sur les réseaux. Hein. Et mon identité virtuelle est quelque chose dont je dois prendre soin. Vous savez qu'il y a des agences de rating qui naissent aux États-Unis qui vous disent, ben, vous, là, en ce moment, vous valez 100. Hein, parce qu'entre ce que vous avez dit là, bon, vous valez 100. Vous, faites gaffe, vous êtes descendu, vous n'êtes plus qu'à 75, il va falloir quand même, etc.
Là, vous, ouais, top, parce que Twitter, vous avez tant de followers, vous avez pris tel peu un, votre blog a été vu par tant de personnes, machin, etc. C'est tout bon. Hein. Voilà. Et ça, ce travail, alors là, moi, je pense que ça va avoir une incidence énorme dans le champ professionnel. Et ça, c'est des choses que moi, je n'ai pas appris à l'école. Hein. Donc là, c'est vraiment des relations au réseau et au monde d'Internet qui sont comme très nouvelles et qui vont vraiment devenir importantes dans la société sociale, mais aussi professionnelle de demain. Et là, je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, parce qu'aujourd'hui, c'est mise en scène de soi, mais on voit bien comment commence à émerger mise en scène du travail, mise en scène de moi au travail. Comment je dis le travail, comment je raconte des choses de tout ça. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un, dans un certain nombre de milieux, quelqu'un vaut plus par le réseau qu'il amène que par son CV. Hein. C'est plus parce que je peux toucher tant de personnes en tant de temps et de telle manière que j'ai de la valeur, et de la valeur marchande. Hein. Donc ces effets-là sont quand même extrêmement importants. Donc voilà donc pour des points principaux. Alors il y a un dernier sujet que je trouve extrêmement intéressant à suivre, mais qui est encore pour nous en train d'émerger, c'est la manière dont cette révolution transforme les relations, la nature des relations. Avant, quand vous rencontriez quelqu'un, il y a très 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 longtemps, c'est-à-dire il y a 10 ans, quand vous rencontriez quelqu'un, vous rencontriez quelqu'un. Hein, alors vous pouviez un peu vous renseigner, etc. Aujourd'hui, on fait tous la même chose, on va sur Google, on tape le nom de machin parce qu'on doit le rencontrer, que ce soit un client, etc. Et on a des informations. Ce qui nous permet d'arriver dans cet entretien ou dans cette rencontre avec déjà un certain nombre de connaissances de l'autre. On ne va pas lui parler de n'importe quoi, on sait qu'il s'intéresse à ça, on sait qu'il a fait ci, on sait que... Et en théorie, on devrait du coup avoir peut-être des relations plus douces, plus préparées, plus subtiles, plus, je ne sais pas comment les appeler, mais en tout cas... On devrait pouvoir faire avec ces informations quelque chose qui ferait que les rencontres, que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux, familial, social, voilà, que la nature de ce qui fait la rencontre va être transformée par tout ce jeu d'informations, de traces qui sont laissées sur le net. Et ça reboucle avec le point précédent. À partir du moment où je sais que ces informations sont des informations qui vont impacter dans mes relations, je vais les soigner. Hein. Je vais aussi raconter ce que j'ai envie de raconter et faire attention à ce que, etc., etc. Donc ça aussi, c'est un élément que je pense particulièrement important. Voilà, alors il y a encore 3000 choses à dire, on y reviendra peut-être, mais voilà déjà quelques éléments qui me semblent qu'il faut qu'on ait dans la tête si on veut essayer de comprendre comment... dans cette société-là, va se poser la question du rapport au savoir, la question de l'évolution du travail et de la relation au travail. Donc, deuxième sujet, donc, si vous me suivez encore, ça va, vous n'êtes pas trop... Deuxième sujet, j'en viens maintenant plus spécifiquement à la question du rapport au savoir. Alors, on est tous conscients du fait que... beaucoup de choses ont changé du fait de cet accès possible à toute une série d'informations, de données ou de connaissances. Ce n'est pas parce qu'on a dit Internet qu'on a dit de quelle nature était ce à quoi on accédait. On en est bien conscient. On est aussi conscient du fait qu'il y a une sorte de césure incroyable entre ce que vivent nos gamins le matin, la journée à l'école, et puis le moment où ils rentrent chez eux et où là commence la vraie vie, celle sur Internet. Hein, cette espèce de monde comme ça, parallèle, voilà, un monde comme ça un peu bizarre, à part. Puis ensuite, on arrive, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Wikipédia voir si la maîtresse n'a pas raconté des trucs débiles, on va vérifier. Et puis on va évidemment sur des jeux vidéo, multijoueurs, à réseau, machin, où tout d'un coup on est relié au monde entier, et voilà. Et puis on va, enfin bon, bref. Il y a vraiment des mondes comme ça, parallèles, pour je sais pas, un adolescent de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui sont quand même très fortement marqués. Comment se pose du coup la question du rapport au savoir? Alors, ce qu'on a essayé, nous, de faire, ce n'est pas de constater que les choses, entre l'infobésité, entre tout ce que j'ai dit là, avaient changé, c'est d'essayer de caractériser, de nommer, de dire mais ça bouge où? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est en train de bouger? De quoi parle-t-on quand on dit « ouh là là, c'est plus comme avant » Et on a fait l'hypothèse qu'il y avait 3 grands changements. Alors, je ne dis pas du tout que ce soit exhaustif, parce que vraiment, c'est un travail, on n'a de loin pas fini. Mais en tout cas, on a déjà essayé de creuser 3 éléments qui nous semblaient importants dans la transformation de ce rapport au savoir. Le premier élément qui tombe sous le sens, c'est
qu'aujourd'hui, on est dans un rapport de forte délégation. Savoir, ça n'est plus garder des choses dans ma tête. Ça n'est plus avoir plein de trucs là à l'intérieur de ma tête. Ça n'est pas accumuler des connaissances que je vais pouvoir ressortir dans le bon ordre, etc. Ça n'est plus ça, ce qui veut dire savoir. Il y a vraiment une délégation qui est faite à la machine. Alors quand je dis la machine, c'est au réseau, c'est à Internet, à tout ce que vous voulez. Mais je n'ai plus besoin de le mettre à l'intérieur de moi puisque c'est là et que j'arriverai toujours à le retrouver. Donc, toutes les questions qui sont posées aujourd'hui sur la mémoire, bon, je ne vais pas vous refaire tout le discours dramatisant sur tout ça. Moi, ce qui me semble intéressant dans cette histoire de délégation, c'est de comprendre la relation qui est en train de s'instaurer avec ces petits outils que sont nos tablettes, nos téléphones, que les enfants ont de plus en plus jeunes, ils ont de plus en plus jeunes, et donc cet accès à Internet, cette connexion permanente à un monde qui ouvre sur toutes les informations du monde. Je crois que c'est important de noter que pour vraiment un très grand nombre de cas, ces outils deviennent des prolongements de moi. On est vraiment dans une figure qui avait été décrite, tout ce qu'on appelle l'homme symbiotique. On est vraiment sur ce modèle-là, c'est ce modèle qui est en train de s'imposer, et on n'est pas dans un rapport d'addiction, on est dans un rapport de prolongement. C'est-à-dire que oui, j'ai besoin d'avoir pas loin mon téléphone portable, parce qu'il y a tellement de choses dans ce petit truc, qui sera d'ailleurs de plus en plus petit, et puis tellement petit qu'il sera bientôt greffé ici et là, etc. C'est tellement un bout de moi, un morceau de moi, qu'effectivement, il ne faut pas qu'il soit trop loin. Alors c'est vrai que quand vous voyez Apple qui sort les coques en plastique pour que je puisse prendre ma douche sans me séparer de mon... Bon, vous vous dites, on est peut-être un peu loin quand même. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui dorment avec leur iPhone et qui vont donc se doucher, qui ne le quittent jamais, 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 jamais. Bien sûr qu'il y a ces phénomènes-là et qu'il faut aussi s'en inquiéter et que, bien sûr. Mais si vous dites, mais en fait c'est comme si on me demandait de me couper la main et puis de laisser ma main, et ben non, j'ai pas besoin et je veux pas, ben, vous voyez les choses peut-être un peu autrement. Donc ces outils sont vraiment créer un rapport de délégation. Savoir, ça n'est plus maîtrisé, ça n'est plus contrôlé, ça n'est plus mémorisé. C'est mettre quelque part, déléguer quelque part des choses que je vais pouvoir retrouver plus ou moins facilement. Et bien sûr, dans ce cas-là, l'enjeu va être sur l'accès, l'accessibilité et la manière dont je vais pouvoir faire appel à ce savoir au moment où j'en ai besoin. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le savoir est quelque chose qui se transforme. Ça n'est plus quelque chose de stable. Là aussi, il y a une rupture importante. Je pense que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait une représentation du savoir comme quelque chose qu'il fallait acquérir. Mais voilà, il y avait ceux qui savaient, puis quand ils savaient, ils savaient. Il y avait de la science quelque part, il y avait des choses vraies. Il y avait la vraie science, comme on dit. Il y avait les vrais chercheurs, il y avait les vrais... Bref, quelle que soit la hiérarchie que vous pouvez faire dans la construction que vous aviez de c'est quoi le vrai savoir, le beau, le pur, le sérieux, etc., il y avait quelque chose, si vous voulez, qu'il fallait approcher. Alors, il fallait beaucoup travailler, il fallait... mais voilà, c'était identifié. Il y avait les sachants, il y avait le savoir, il y avait... Bon. Aujourd'hui, un gamin très tôt fait l'expérience du fait que quand il va sur Wikipédia, tiens, c'est marrant, j'y étais le mois dernier, ça a bougé. Ben oui, ça bouge. Ça bouge, tout bouge, et rien n'est complètement sûr. Et d'ailleurs, d'un blog à l'autre, on ne me dit pas la même chose, d'un site à l'autre, on ne me raconte pas le même truc, et puis d'ailleurs, etc., etc., etc. Et donc, il y a une représentation qui se construit du savoir comme de quelque chose, finalement, de mouvant, d'instable. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été vrai. N'importe quel chercheur, je dis n'importe quoi, en physique nucléaire, sait très bien que c'est bien plus compliqué que ça, et qu'après la théorie de machin, il y a la théorie de truc, et que, etc. Mais il fallait être à très haut niveau pour savoir que le savoir était mouvant, se transformer, etc. Quand vous étiez dans le commun des mortels, vous n'aviez pas cette représentation-là. Encore une fois, il y avait le vrai savoir, et puis les trucs... bon. Et là, vous naissez, vous développez, quand vous êtes né avec Internet, avec une représentation du savoir, comme quelque chose que je n'ai pas besoin de contrôler, de maîtriser, et de toute façon, ce n'est pas trop la peine, parce que ça bouge tout le temps.
Et ça bouge en plus, pas seulement parce qu'il y a des chercheurs, mais parce qu'on y met tous un peu la main à la pâte. Donc il y a vraiment une représentation de c'est quoi le savoir, comment il se construit, comment il bouge, d'où il vient, où il va, est-ce qu'il est détenu par les gens sérieux et puis les autres, on est des pauvres. Vous voyez, on n'a plus la même construction, la même représentation de ce que c'est que le savoir. Et puis la troisième chose qui, alors là, est vraiment importante, c'est que le savoir est fragmenté. Ça n'existe pas, quand je vis avec Internet, cette idée qu'il y aurait tout quelque part. Il y a des bouts de savoir partout. Il y a des morceaux de savoir partout. Et justement, l'enjeu majeur, du coup, ne va plus être de mémoriser, de garder, de conserver, de trouver le bon, le vrai, le juste. Il va être de raccrocher les wagons. Il va être de se reconstruire quelque chose de cohérent et de redonner du sens à des bouts de savoir qui sont ici et là. Et apprendre, c'est ça. C'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. Et du coup, je vais y venir dans 2 minutes. Je pense qu'une des questions essentielles qui nous est posée, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour pouvoir redonner du sens à des savoirs qui sont effectivement accessibles pour peu qu'on m'apprenne à y accéder, mais pour que ça me serve à quelque chose, pour qu'effectivement je puisse me construire des représentations qui tiennent la route et qui me permettent de, etc., etc. Je pense que les questions de l'école de demain, elles sont là. C'est quoi ce qu'il faut apprendre aux enfants pour qu'ils soient intelligents sur Internet? À quoi sont-ils confrontés et quelles représentations ont-ils du savoir dans le monde d'Internet? Ça, c'est vraiment pour moi les questions essentielles. Alors, ça, c'était sur quelques exemples qu'on a essayé de nommer, de creuser. Et puis, il y a une deuxième question qui vient avec celle-là, c'est quels sont les modes d'accès au savoir? Les modes d'accès au savoir traditionnels, c'est linéaire, c'est le livre, je commence à A, je vais à la page 1, je vais à 1, c'est l'école, c'est la posture du prof, enfin voilà, on voit comment on accède au savoir, c'est les études, voilà, tout ça est quand même très structurant dans notre société. Les accès au savoir aujourd'hui dans le monde d'Internet sont très différents. Il y a un certain nombre de démarches qui sont en train de se développer, qui sont tout à fait nouvelles. Je vais prendre un exemple, tout ce qui est autour du zapping. Quand vous êtes dans un monde de l'infobésité, évidemment que vous ne pouvez plus être dans des démarches linéaires. Vous n'allez pas dire, alors je vais commencer à A et je vais commencer à Z. Il n'y a pas de Z. Il y a Z. Et ça bouge tout le temps. Donc on ne peut plus être dans la même manière d'aborder les choses. Et en plus, c'est en différents endroits, etc. Donc vous allez voir se développer d'autres façons d'accéder au savoir. Le zapping est un exemple alors, qui est hyper critiqué, c'est pour ça que je le prends, évidemment. Moi, ça me passionne, le zapping. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez quelqu'un qui est en train de zapper ou de scanner, on peut utiliser un mot qui fait plus quand même mieux. Vous voyez, vous regardez, puis vous cliquez un peu au hasard, ou vous êtes devant votre télé, puis vous changez de chaîne, soi-disant un peu au hasard. Mais ce n'est pas au hasard. Que fait votre cerveau? Pourquoi à un moment, il clique? Parce qu'il a reconnu une information, parce qu'il a analysé cette information, mais il l'a analysée extrêmement rapidement. Et ça lui a permis de prendre la décision de, etc. Ça, c'est pour ce qui est avec votre télé, mais sur Internet, c'est la même chose. Moi, j'ai fait bosser des gens, j'ai monté une boîte de veille pendant un moment, et j'avais des gens, et je peux vous dire que ce n'était pas par les diplômes que je les ai trouvés, des gens qui avaient cette capacité de rester des journées entières devant Internet, et puis hop, elle chopait un truc. Et puis elle pouvait scanner, vous avez l'impression qu'elle ne faisait rien, et hop, elle attrapait une info, qui était une info clé, un signal faible. C'est passionnant de comprendre ce qui se passe au niveau là cognitif. Et ça, c'est des aptitudes, j'ai envie de dire, des manières de traiter l'information qu'on ne nous a pas du tout appris à l'école. On ne nous a pas exercé à ça. Or là, il y a des modes d'accès qui sont très différents. De la même manière, le fait de passer d'un truc à l'autre, de jongler, etc. Là aussi, de l'extérieur, on dit « ouais, il ne se concentre pas, etc. » Mais est-ce qu'il faut se concentrer dans le monde d'Internet? Alors vous verrez qu'il faut, en fait. Mais il faut se concentrer et il faut aussi être justement dans cette espèce de manière de sauter, de jongler, de rebondir, etc., etc. Mais votre cerveau, il marche pendant ce temps. Il fait juste quelque chose qui est très différent de ce qu'on fait quand on lit un texte. Mais il fait quelque chose.
Donc il y a des modes d'accès qui sont en train de se développer du fait que vous allez passer du temps sur Internet, du fait que vous allez être dans cet univers-là. Vous avez une manière de rencontrer la connaissance, l'information, la donnée, là aussi je mets bien les 3 mots, qui sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant nécessaires si vous voulez être effectivement dans une autre manière, un autre environnement, j'ai envie de dire, de connaissances. Puis le dernier point que je développerai là-dessus, c'est finalement pour être bien dans cet environnement, pour être... qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les capacités cognitives dont on va avoir besoin dans cet univers Internet, dans cet autre rapport au savoir. Un rapport où vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'apprendre, comme on le dit aujourd'hui, mais il s'agit d'être en relation et il s'agit d'être à l'intérieur de cet univers informationnel surchargé pour en fabriquer quelque chose qui m'aide effectivement à progresser, à comprendre, à être... Bon. Et ce n'est plus les mêmes façons. Et là, nous, on a travaillé sur 3 choses. On a travaillé sur des capacités cognitives qui nous semblent fortement mobilisées dans l'univers Internet. Je parle toujours d'apprendre, je parle toujours du savoir, sauf que le mot apprendre est tellement connoté que... Je parlerai de la question que j'évoquais tout à l'heure, là, du savoir des savoirs, et puis je vous donnerai un exemple de comment on a travaillé. Alors, les capacités cognitives, on en a repéré toute une série, on les a regroupées en 3 grandes familles. On pense que pour être bien, ce qu'on a appelé les traitements de l'information, hein, les capacités cognitives de survie pour survivre dans le monde infernal d'Internet. Il y a des capacités cognitives de type ouverture mentale. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, quand vous êtes confronté à cet univers de connaissances, une capacité de sortir du cadre, d'aller chercher des infos inattendues, de revenir, de ne pas avoir de démarche programmatique, d'accepter d'être très ouvert finalement sur ce qui vient pas, avec des logiques de tri. Enfin, il y a une sorte de vision de ce que c'est qu'apprendre, qui est une capacité cognitive d'ouverture mentale, qui est très spécifique, d'exploration, de curiosité. Tous ces mots-là sont vraiment des capacités cognitives dont on a besoin dans cet univers et qu'on mobilise fortement. Deuxième type de capacité qu'on a rencontré, tout ce qui est autour de la polarisation, donc la concentration, exactement l'inverse. Ce qui est très frappant quand vous regardez des gens bosser sur Internet, c'est que d'un côté, ils se baladent, et à un moment, ils ont une hyper concentration sur quelque chose. Donc si vous voulez être bien dans l'univers d'Internet, c'est à la fois ouverture mentale, à la fois polarisation. Et la troisième capacité cognitive nous qu'on a repérée, c'est tout ce qui est autour de l'adaptation mentale. Et en particulier, la capacité de passer très rapidement d'un sujet à l'autre. Et ça, c'est entre autres un des grands sujets qui est le multitâche, qui caractérise aussi l'univers fabriqué par Internet. Ces capacités sont des capacités indispensables, elles sont strictement cognitives, indispensables pour ne pas être en surcharge cognitive, pour ne pas s'épuiser, pour ne pas être épuisé, pour continuer à apprendre, pour continuer à vivre bien, pour continuer, etc. La question que je pose, la première, je n'y répondrai pas parce que ce n'est pas mon rayon, c'est où les enfants apprennent-ils ça? Et il est clair que ce n'est pas à l'école. Et la deuxième question que je pose, qui est ma question, dans quelle entreprise apprend-on aux gens à traiter l'information? Toute la journée, vous traitez de l'information. Quand avez-vous appris à traiter de l'information pour être confortable, pour être bien, pour ne pas être épuisé, pour ne pas être en surcharge, pour ne pas être avec l'impression que ça n'arrête pas, pour ne pas être avec l'impression que vous faites 18 trucs en même temps. Voilà, pour hiérarchiser, ordonner, trier. Qui vous a appris à traiter vos mails? Qui vous a appris à catégoriser comme il faut pour ne pas être dans un état de surcharge? Alors que votre réalité dans votre job, c'est de traiter de l'information à 90%. Voilà, ça c'est mes sujets. Comment on développe ces capacités? Comment on s'interroge là-dessus? Comment on accompagne les gens? Comment on évite aussi de laisser des gens sur le bord du chemin? Parce qu'il y en a certains pour qui c'est plus difficile que d'autres. Et ce n'est pas que les vieux et les jeunes, je tiens à préciser. Comment on se soucie de ça dans les boîtes pour faire que les gens soient bien dans cet univers informationnel qui a explosé, qui s'est imposé, on ne l'a pas choisi, ça s'est imposé. Vous avez tous aujourd'hui des portables avec lesquels vous avez 3000 informations qui vous arrivent par les mails, les SMS, les machins, et Internet, les trucs, etc. Demain, on sera connecté à Internet jour et nuit en permanence, quel que soit l'endroit où on sera. On fait quoi avec ça?
comment on apprend aux gens à traiter l'information. Bon. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point important, toujours pour, quand je suis, donc j'essaie de vous décrire un peu en quoi le rapport au savoir changeait, de préciser que les modes d'accès ont changé, et là j'en viens vraiment maintenant aux capacités sur lesquelles, à mon avis, il faut qu'on s'intéresse très fortement pour aider, pour faire que tout ça se passe bien. La deuxième grande question qui nous mobilise beaucoup, nous, c'est la question de ce qu'on appelle les savoirs de base. Dans tous les travaux qu'on a menés, j'ai évoqué la question de la fragmentation. Dans tous les travaux qu'on a menés, on a toujours vu que si vous ne savez rien, vous êtes mort sur Internet. Vous devenez idiot, effectivement, c'est vrai. Internet est un truc dans lequel vous êtes paumé, vous ne savez plus vous y retrouver, et vous avez beau accès à avoir 3 milliards d'informations, vous êtes toujours non apprenant à la fin. Que faut-il savoir pour être intelligent sur Internet? Alors c'est là où nous, on a commencé à bosser, mais c'est un énorme chantier, sur ce qu'on appelait les savoirs de base. Et il nous semble qu'il y a un certain nombre d'informations que vous devez maîtriser, qui sont indispensables pour repérer les relations qui existent entre les informations que vous trouvez sur Internet. C'est-à-dire que la problématique n'est pas de savoir des choses au sens traditionnel, mais de savoir comment situer les informations nouvelles qui vous arrivent. Et par exemple, une des questions clés, c'est est-ce que vous êtes capable d'élaborer des cartes mentales? Alors vous appelez ça carte mentale, mais c'est outil. Mais vous voyez, dans votre tête, est-ce que vous arrivez à vous représenter comment les choses se relient les unes aux autres? Pour pouvoir faire ces cartes mentales, vous devez avoir un certain nombre de savoirs de base qui restent évidemment à déterminer en fonction des connaissances dont on parle. C'est là où ça devient un peu compliqué. Les savoirs de base pour quelqu'un qui se présente à une école d'ingénieur ne sont pas les mêmes que pour quelqu'un qui passe le bac et ne sont pas les mêmes que pour quelqu'un qui passe un CAP de plomberie. Mais il y a toujours cette question-là. Et là, moi, je pense que c'est la grande question de l'école aussi demain. Ce n'est pas de faire à la queue leu plein de choses, c'est de se dire c'est quoi les savoirs de base qui permettent d'apprendre sur Internet. Énorme question, hein, je n'ai pas de réponse. Et puis la troisième question qu'on s'est posée, et je m'arrêterai là, je vous rassure, la troisième question qu'on s'est posée, c'est, mais finalement, on dit un truc un peu paradoxal, on dit à la fois, ça ne s'apprend pas à l'école, on dit à la fois se dépatouiller dans ce nouveau rapport au savoir, c'est des capacités non pas nouvelles, parce que la polarisation, on en parlait déjà quand je faisais des études en psychologie cognitive, on savait très bien hein, que c'était une famille qui existait, des choses comme ça. Mais tout d'un coup, on voit que ça a une actualité, des trucs vraiment qu'on ne connaissait pas. Alors, l'hypothèse sur laquelle on a travaillé pendant 3-4 ans, à peu près 2-3 ans, c'est qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important avec les jeux vidéo. Alors, du coup, on a beaucoup regardé des joueurs jouer avec les jeux vidéo. On s'est intéressé aux jeux multijoueurs à distance sur Internet. Donc, ce n'est pas tous les jeux vidéo. J'ai assez peu regardé le poum poum poum, je tue tout le monde. Dès que ça bouge, je tire. Ça, bon, c'est quand même assez limité à mon avis. Bon. Et puis Mario Kart, dans ma bagnole, là, bon, ça aussi, c'est quand même un peu limité. Bon. Mais il y a un certain nombre de jeux qui sont les jeux, comme par hasard, ceux qui ont le plus de succès, qui ont le plus de joueurs dans le monde. Par exemple, World of Warcraft, sur lequel on a beaucoup regardé et beaucoup travaillé. C'est des vraies écoles de ces capacités cognitives. C'est vraiment des lieux où effectivement vous êtes en multitâche tout le temps, où effectivement vous allez scanner et à un moment vous hyper concentrer. Bien sûr, il y a aussi l'agilité du pouce. On est d'accord, hein, bon, et de l'index, et d'accord, et de la souris. Tout ça. Bien sûr, je dis pas, bien sûr qu'il y a un côté ludique, bien sûr que c'est d'un jeu. Hein, bon. Mais il y a vraiment des capacités cognitives qui sont comme par hasard exactement celles dont on a besoin si on veut se dépatouiller dans le monde d'Internet. Et c'est plutôt là que ça s'apprend qu'à l'école. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas qu'il faut que tous vos gamins jouent 8 heures par jour, etc., etc. Mais regardez-les jouer, regardez-les, mettez-vous à côté. Regardez les agilités qu'ils développent, regardez ce qu'ils mobilisent, regardez comment ils font, regardez comment ils rangent les trucs qu'ils ont gagnés, machin, et puis ils font des points, puis en même temps ils déplacent, et puis en même temps, et puis je tue, et puis je reviens, puis le paysage change, et puis je dois explorer parce que je ne sais pas quelle est la règle, je vais la trouver en explorant. Et puis tout ça dans des univers esthétiquement extraordinaires. Je peux vous dire que les Serious Games à côté, c'est quand même juste triste à pleurer. Hein. Là, c'est d'une beauté
Alors on n'aime pas, mais c'est vraiment, vraiment, on voit bien comment ça prend aussi sur l'émotion. Hein, on voit bien comment ça vous mobilise entièrement. Et là aussi, il y a des apprentissages à avoir, hein, parce que ces univers-là sont des univers extraordinairement esthétiques, addictifs, parce que jouant sur l'émotionnel. Enfin, il faut que vous décortiquiez ça, quoi. Il faut vraiment que vous compreniez comment se crée cette relation nouvelle à ces univers. Là, je vous parle des jeux, mais derrière ça, c'est quand même tous les univers Internet. Hein. Le monde est en train de devenir un monde, il y a un auteur qui a dit ça, recouvert d'une couche de gamification. Tout est jeu aujourd'hui, hein. Tout est point, je gagne des points, des jeux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes à regarder, à mon avis, là-dedans. Alors, en même temps, je continue à penser très sincèrement que, oui, c'est très important qu'on comprenne ce qui se passe dans ces jeux. Très important évidemment qu'on dise aussi, bon ben là ça fait quand même 3/4 d'heure, on va arrêter, hein, parce que ça me semble tout à fait important aussi, mais surtout qu'on parle, qu'on dise. Hein. Ce qui nous reste dans tout ça, c'est le langage. Hein. Il n'a jamais été aussi important. Donc qu'on nomme ce qui est en train de se passer, qu'on en parle, c'est pas seulement le dialogue, c'est formidable, c'est aussi la force du langage. C'est ça qu'Internet n'a pas. Et c'est ça qu'il faut que nous, on réinjecte. Parce que parler, c'est aussi penser à ce qui est en train de se passer, et c'est aussi, du coup, reprendre la main sur ce qu'on a envie d'en faire. Voilà, donc je ne vais pas vous donner ni de solution ni rien, je voulais juste partager avec vous, finalement, un certain nombre de réflexions qu'on a sur cette transformation du rapport au savoir. Vous dire aussi que, malheureusement, ce n'est pas tellement du côté de l'école que ça se passe. Bon. Ce n'est pas plus dans le monde de la formation des adultes, hein, parce qu'on continue quand même globalement dans les entreprises. Alors heureusement, il y a quelques expériences différentes et vous en êtes là, le témoignage dans cette salle. Hein, mais les réseaux apprenants, ce n'est pas encore partout. Ces visions-là ne sont quand même pas dominantes. Et il y a quand même énormément d'entreprises où on continue à envoyer les gens en formation comme on les enverrait à l'école. Mais c'est l'école pour les grands, alors on va faire un peu de jeu de rôle et puis un peu d'études de cas, parce que quand même, voilà. Mais fondamentalement, on est toujours avec, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas, qui vont écouter ceux qui savent, et après ça, ils sauront. Enfin, on reste sur ce modèle-là. Ce modèle, il est mort par rapport à Internet. Donc du coup, comment on réinvente aussi une manière de penser ce que veut dire apprendre dans ces contextes-là. Voilà, merci beaucoup pour ce premier temps. Et puis,